Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre et finir la lecture d'un conte philosophique de Montesquieu qui s'intitule Histoire véritable. J'en étais à la moitié du chapitre 5, qui est le dernier chapitre. Et je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Le maître de la maison était un grave magistrat. Et quand il se montrait au public, je l'entendais parler comme aurait pu faire la justice même. Mais quand il avait quitté sa robe, je n'ai jamais vu un si malhonnête homme. Il est vrai que sa femme le traitait comme il traitait le public. Elle tenait devant lui des discours du monde les plus chastes, mais dans son absence, c'était un mari bien ajusté. La petite fille était une merveille de vertu devant sa mère, mais elle devint grosse à 15 ans. Si vous aviez vu le vacarme qu'ils lui firent et combien de fois par jour il lui reprochait d'avoir déshonoré sa famille. « Ah, les grands fripons, disait mon maître. Il ne se serait point soucié de l'action s'il n'avait eu que nous qui l'eussions su. Pendant que j'étais parmi les génies, il arriva un grand malheur à un petit incube de ses amis. Il perdit son chapeau et un homme le trouva. Cela mit la prospérité dans ses affaires, car le pauvre Dieu était obligé de le servir. C'était bien le plus malheureux petit génie qu'il y eut. Son maître, qui jouait depuis le matin jusqu'au soir, ne lui laissait pas un moment de relâche. Il lui fallait passer dans le cornet, y être ballotté, diriger les dés, les suivre sur la table. Et encore, la plupart du temps, jurait-on contre lui. Il est vrai qu'il ne s'en mettait point en peine. Il connaissait l'injustice générale des hommes qui ne manquent pas d'attribuer à leur grande prudence tout le bien qui leur arrive et tout le mal à la jalousie des êtres qui sont au-dessus d'eux. Je servis un génie qui fut envoyé pour animer la statue de Pygmalion. J'entendis que quelqu'un disait à ce sculpteur « Il fallait que vous fussiez fou d'aimer une de vos statues. »« Mon ami, répondit-il, tu es un poète. Et ce n'est point à toi à me reprocher d'être amoureux de mes ouvrages. Tu es enchanté des tiens. Mais Apollon ne leur a pas donné la force et la vie. Je me souviens du jour que les dieux signalèrent ainsi leur puissance. Pygmalion voyait sa statue vivante et il craignait de se tromper. « Ah, dit-il, vous vivez et je serai le plus heureux des mortels. » Elle le regarda, languissamment. Pygmalion parut ravi de joie. « Je vous aimais. Et bien loin que vous fussiez sensible à mon amour, vous ne pouviez pas seulement le connaître. Mais à présent, vous saurez que j'ai fait des vœux téméraires pour vous, et qu'il n'y a que la grandeur de mon amour qui ait pu toucher les dieux. La terre avait été tellement ravagée par la peste que les dieux furent bien du temps sans pouvoir loger ni parmi les hommes, ni parmi les animaux. Toutes les âmes qui avaient été séparées de leur corps. La mienne resta très longtemps en réserve. Elle eut le bonheur, comme je vous ai dit, de jouir longtemps du commerce des dieux. Cela fit qu'elle acquit un degré de perfection qu'elle n'avait jamais eu, et qu'elle eut des sentiments que, jusqu'ici, elle n'avait point connus. Je vous dis ici, mon cher Ayesda, une grande chose. Elle explique un phénomène qu'on a vu arriver dans tous les lieux et dans tous les temps. Lorsque les nations sont dans la prospérité, elles se corrompent toujours. Le luxe, les plaisirs, la mollesse attaquent toutes les âmes. Il y a quelquefois moins de crimes publics, parce que chacun a peur de perdre sa prospérité, mais les crimes cachés sont sans nombre, et les vices attaquent la masse de toute la nation. Mais quand les peuples éprouvent de grandes calamités, la vertu a coutume de reparaître. Les mœurs se fortifient, les âmes deviennent plus courageuses et acquièrent plus de grandeur. D'où vient cela? Dans le premier cas, les âmes, continuellement replacées, restent toujours parmi les créatures. Dans le second, elles restent longtemps parmi les dieux. J'étais grecque, et à l'exemple de plusieurs philosophes, je parcourus divers pays. Je m'arrêtai quelque temps en Égypte et j'y acquis de la réputation.
le roi étant sur le point de partir pour une expédition, un prodige heureux arriva à Memphis, et on en rapporta un autre de Saïs qui fut jugé malheureux. Dans cette incertitude, on consulta divers oracles, et ils se trouvèrent aussi peu d'accord que les prodiges. On interrogea les prêtres, et chacun d'eux, faisant valoir son opinion, ils jetèrent le roi dans une perplexité plus grande. « Jugez-en, puisqu'il eut recours à moi, qui étais étranger. »« Seigneur, lui dis-je, les hommes ne sont point faits pour connaître les volontés particulières des dieux. Mais pour savoir leur volonté générale, ils désirent que vous ne fassiez point de guerre injuste et que vous n'employiez la puissance qu'ils vous ont donnée que comme ils feraient eux-mêmes s'ils l'avaient retenue. Mais les entreprises les plus justes, dit le roi, peuvent ne pas réussir. Et un oracle reçu à propos peut nous en détourner. Si les dieux, répondis-je, voulaient vous détruire, il serait insensé de vous révéler leurs desseins. Ils sont assez prudents pour garder leurs secrets. C'est vous qui vous asservissez à ce que vous appelez des prodiges, et non pas eux. Comme il ne sortait pas de son incertitude, j'ajoutais l'irrésolution a tous les effets de la timidité. Et elle en a d'ailleurs de pire. Les dieux nous ont donné des armées, et vous avez sans doute de la prudence et du courage. Ce sont les oracles qu'il faut consulter. Les anciens rois avaient ruiné leur sujet pour construire des pyramides. Celui-ci voulut faire comme eux. Je lui dis « Seigneur, une courtisane de Nocratis fit autrefois bâtir une pyramide. Elle avait raison, elle laissait un monument de sa beauté. Mais je ne vois pas ce que celle que vous voulez élever prouvera à la postérité en votre faveur. Elle prouvera ma puissance, dit le roi. Et qu'est-ce qui doutera jamais de la puissance d'un roi d'Égypte? Il y a apparence que les folies de vos successeurs la prouveront assez sans que vous vous en mêliez. La véritable grandeur serait de vous distinguer par vos vertus de ceux qui seront aussi puissants que vous. Vous n'êtes point, me dit le roi, instruit de la religion des Égyptiens. Nous croyons que nous devons vivre dans les tombeaux, et nous autres rois, toujours exposés à la fureur du peuple, qui craignons qu'après notre mort, il ne la porte sur nos mânes sacrés, bâtissons des pyramides qui puissent nous en garantir. N'avez-vous, lui dis-je, que cette ressource pour jouir de l'immortalité? L'amour de vos sujets ne vous défendrait-il pas mieux que vos pyramides? Le corps du roi Osiris est depuis si longtemps exposé sans défense devant tout le peuple. Voyez si quelque Égyptien a été encore assez sacrilège pour l'insulter. On aime mieux l'adorer comme un dieu que de ne pas assez l'honorer comme un homme. Seigneur, on est porté à aimer son roi, comme on est porté à aimer sa patrie. Comptez que pour qu'un prince parvienne à se faire haïr de ses sujets, il faut qu'il prenne la peine de détruire dans les cœurs le sentiment du monde le plus naturel. Un jour, le roi me dit « Je suis transporté de joie. On vient de m'apprendre le lieu où sont cachés les trésors du roi Athotis. » Et se tournant vers ses ministres, « Allez, courez, ayez-moi des ouvriers, qu'on me renverse les montagnes. » Je haussai les épaules. « Eh, Seigneur, lui dis-je, le maître du monde peut-il s'enrichir? » Oui, car j'aurai tous les trésors du roi des Thèbes. Je les ferai transporter à Memphis et je les garderai pour mes besoins. Je vous entends, à présent, vous pouvez devenir plus avare si vous ne pouvez pas devenir plus riche. Une autre fois, je le trouvais dans une furieuse colère. Je suis indigné contre ceux de Memphis. Ils se révoltent contre moi dans les spectacles. J'ai du penchant pour un acteur et ils applaudissent toujours un autre. Seigneur, lui dis-je, vous avez ôté au peuple la connaissance des affaires et vous lui avez donné une occupation, pour occupation, les plaisirs des spectacles. Ces choses, vaines autrefois, sont devenues importantes pour lui. Vous venez aujourd'hui le gêner dans ces choses mêmes. Vous choquez son goût, ce goût qui est sa liberté, Seigneur. Un peuple corrompu s'occupe de ce dont un peuple vertueux s'amuse.
Voudriez-vous qu'il employât son temps à vous demander compte de tout le sang que vous avez versé? Des discours si brusques firent qu'on ne me garda pas longtemps à la cour. Je quittai l'Égypte et ne retournai à Corinthe, ma patrie, bien résolue de ne la quitter jamais. Là, je vécus parmi mes citoyens. Je quittai mes manières austères, j'avais senti qu'il ne suffisait pas de faire admirer la vertu et qu'il fallait la faire aimer. Mon principal soin fut d'accoutumer mon esprit à prendre toujours les choses en bonne part et à y chercher le bien lorsqu'elles en étaient susceptibles. Quand j'entendais crier que ceux qui gouvernaient l'État étaient des gens pervers, je disais en moi-même, voilà une opinion qu'il serait à souhaiter qu'on n'eût pas. Et cependant, elle peut avoir son utilité. Les gens qui ont du pouvoir se tiendront mieux sur leur garde. Ils n'ont déjà que trop de flatteurs. Il est bon qu'ils sachent qu'ils ont affaire à des juges non seulement sévères, mais aussi prévenus. Quand on me disait que les ministres aimaient le bien public, le tendre sentiment que j'avais pour la nature humaine se trouvait flatté. Je sentais du plaisir à entendre ce discours. Je l'acceptais comme une vérité, ou comme un heureux présage de ce qui devait être quelque jour. Quand on soutenait que nous avions un commerce florissant, je bénissais le destin de notre ville, qui avait permis qu'elle devînt grande sans qu'elle eût besoin de travailler à la destruction des autres peuples. J'avais l'esprit vraiment patriote. J'aimais mon pays non seulement parce que j'y étais née, mais encore parce qu'il était une portion de cette grande patrie qui est l'univers. Ayant été obligée de faire un voyage à Athènes, je vis les nouveaux bâtiments qu'on y élevait. Je sentais que je m'y intéressais et que j'étais bien aise que les hommes eussent une si belle demeure de plus. Un homme, qui revenait d'Asie, me parlait de la magnificence de Persépolis. Les idées riantes, grandes et belles que j'en prenais produisaient une sensation agréable dans mon âme. J'étais bien aise que ce beau lieu subsistât sur la terre. Sans que je l'eusse vu, il m'avait déjà fait passer de nombre de moments heureux. Comme les dieux habitent les temples et chérissent ces demeures sans perdre leur amour pour le reste de l'univers, je croyais que les hommes, attachés à leur patrie, devaient étendre leur bienveillance sur toutes les créatures qu'ils peuvent connaître et qui sont capables d'aimer. Si j'avais su quelque chose qui m'eût été utile et qui eût été préjudiciable à ma famille, je l'aurais rejeté de mon esprit. Si j'avais su quelque chose utile à ma famille et qui ne l'eût pas été à ma patrie, j'aurais cherché à l'oublier. Si j'avais su quelque chose utile à ma patrie et qui eût été préjudiciable à l'Europe, ou qui eût été utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je l'aurais regardé comme un crime. Voyant que tous mes concitoyens cherchaient à augmenter leur patrimoine par leurs soins, je crus devoir faire comme eux. Je devins bientôt riche. Un homme envieux de ce petit bonheur me le reprocha. Mon ami, lui dis-je, je ne suis point comme toi, sorti d'une famille considérable dans notre ville, mais j'ai quelques biens. Je l'acquérais par mon travail pendant que tu employais ton temps à te plaindre de la fortune. Quels que soient mes trésors, je puis t'assurer que je n'en fais pas tant de cas que tu penses, et si tu peux me faire voir que tu en es digne, je veux bien les partager avec toi. Mais j'avoue que tes reproches m'affligent. Se peut-il qu'à la réserve de quelques misérables richesses, tu ne trouves rien en moi que tu puisses envier ? Mon génie, qui me vit dans un si haut degré de vertu, voulut m'éprouver, et il me rajeunit. Dans ce changement, mon âme fut étonnée. 1000 passions naquirent dans mon cœur, je ne fus plus en état de me conduire. Ô Dieu, m'écriai-je, de quoi vais-je devenir ? Faudra-t-il que, pour me rendre ma raison, vous me rendiez ma faiblesse ? Je ne vous parlerai point, Ayesda, de toutes les autres transmigrations que j'ai essuyées. Vous dérobez aux affaires publiques le temps que vous employez à m'écouter. Et moi, je ne saurais guère décrire exactement des vies qui ont plus duré que 7 ou 8 empires. Il s'est passé bien des siècles
depuis le temps que je fus valet de bonze aux Indes jusqu'à la Révolution présente, que je me trouve à Tarente, un pauvre barbier. Je vous dirai seulement que cette transmigration-ci ne me plaît point du tout. J'ai une femme qui se donne de grands airs et qui a de l'impertinence pour une reine. Elle me fait sans cesse enrager. Elle m'a donné 4 enfants dont il y en a plus de la moitié où je jurerais que je ne suis pour rien. Je suis si malheureux que pour me dédommager de cette vie-ci, les dieux qui sont justes ne peuvent guère s'empêcher de me faire bientôt naître roi de quelque pays. Si cela arrive et que mon âme fasse fortune, je vous promets que j'aurai soin de vous si vous êtes en vie, ou au moins de vos descendants. Aussi, bien est-ce là le seul moyen que j'ai de m'acquitter de l'argent que vous m'avez si généreusement prêté. Quoique je sois pauvre à Yezda, je me pique d'être honnête homme et vous pouvez compter sur moi dans l'occasion. Et c'est la fin de ce conte de Montesquieu qui s'intitule Histoire véritable. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.